Bonjour. La question du jour, est-ce que Spotify paye les artistes? J'ai pas dit est-ce que Spotify paye bien ou paye suffisamment les artistes, mais simplement est-ce que Spotify paye les artistes? Et si oui, comment? C'est une question qui a traversé tout ce mois de novembre 2020, qui est assez intéressante, qui fait suite à une pétition qui a été lancée aux États-Unis et qui a été signée par pas loin de 20 000 artistes, principalement américains, qui réclament plus de sous à Spotify. Et pas aux autres d'ailleurs. On va regarder un petit peu tout ça en détail parce que cette pétition, elle pose un certain nombre de questions qui sont assez intéressantes. C'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens quand même à dire que j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps parce que, en fait, je suis en train de préparer plein de choses qui vont se dérouler plutôt au début de l'année 2021, plein de projets intéressants, une autre chaîne YouTube qui sera faite non plus en français, mais avec mon anglais de cuisine pour parler de sujets un peu plus techniques sur l'audio nouvelle génération, les formats immersifs et tout ce genre de choses. J'en reparlerai le temps venu. Bien évidemment, je ne vais pas laisser tomber cette chaîne-là. On va continuer à parler de musique business et j'en profite pour vous demander dès à présent de vous abonner si ces sujets vous intéressent parce que ça vous permet d'être tenu au courant quand de nouvelles vidéos sont publiées et pour moi, c'est un formidable encouragement à continuer à en produire. Je tenais à vous remercier pour ça. Ceci étant dit, il y a donc cette pétition qui est sortie, Spotify Justice for Spotify, réclamée par des artistes américains, et ils ont un certain nombre de revendications. La première de ces revendications, c'est de réclamer au moins 1 centime par stream. Et alors, pour voir, parce que en même temps, ils ont bien conscience que c'est pas tout à fait réaliste cette proposition-là ou cette demande-là. Ils disent que bah oui, c'est pas très compatible avec le modèle économique de Spotify et donc il faudrait que Spotify modifie son modèle économique pour pouvoir permettre cette rémunération de 1 centime par stream, en tout cas dans les pays, parce que le tarif de l'abonnement à Spotify varie beaucoup d'un pays à l'autre en fonction du niveau de vie de ce pays-là. Et au moins dans les pays où l'abonnement est comme chez nous à 9,99 €, on va arrondir à 10 € pour simplifier les calculs, et ben, à ce moment-là, on va voir ce qu'il faudrait faire pour arriver à ce niveau-là. Et pour ça, on va prendre un outil tout simple, c'est une calculette. Et si on prend une calculette, les statistiques nous apprennent qu'en moyenne, un abonné à Spotify, on va parler de la France, stream à peu près 15 heures de musique par semaine. Alors, je sais d'expérience qu'en 1 heure, on a le temps d'écouter à peu près 14 titres. Donc, si on a 15 heures de musique à raison de 14 titres, 12 mois dans l'année, ça nous fait 10 920, c'est-à-dire à peu près, on va arrondir ça à 11 000 titres par an qui sont streamés. Là-dessus, on voit combien on paye. On arrondit à 10 € par mois, 120 € par an, il faut enlever la TVA, ça veut dire 100 € qui vont dans la poche de Spotify chaque année quand on paye 10 € par mois. Spotify reverse 70% de ses revenus d'abonnement aux propriétaires des enregistrements. Si on divise 70 € par 11 000 titres qu'on a écoutés dans l'année, on se retrouve avec 0,006 €, c'est-à-dire 0,6 centimes par stream. On voit qu'on est loin du compte, on est loin de ce 1 centime par stream que réclament les artistes. Alors, comment Spotify devrait modifier son modèle économique? On va faire le calcul inverse. On va repartir avec notre petite calculette de 1 centime par stream. À ce moment-là, ça voudrait dire qu'il faudrait que Spotify obtienne 110 € par an, si on garde notre moyenne de 11 000 titres dans l'année, qui serait la somme que Spotify reverserait. Mais on a vu tout à l'heure que ces 110 €, ça ne représente que 70% de la somme que Spotify encaisse. Donc, pour pouvoir reverser ces 110 €, il faudrait qu'en fait Spotify encaisse à peu près 158 € par an. Là-dessus, bien évidemment, s'ajoute la TVA, donc ce qui veut dire que ça ferait un abonnement qui serait à peu près 188 € par an. Et si on divise ça par 12, ça voudrait dire un abonnement pratiquement à 16 € par mois pour pouvoir reverser 1 centime aux propriétaires des masters. Le problème que ça pose, d'une part, c'est est-ce que les consommateurs, les abonnés, seraient d'accord
pour payer 16 € par mois leur abonnement à Spotify. Est-ce qu'ils ne préféreraient pas aller à la concurrence? Ça, c'est une première chose, d'autant plus que cette concurrence, elle est issue principalement de sociétés qui sont très différentes de Spotify en termes de modèle économique. Si on se place du point de vue du streaming pur, les concurrents, les grands concurrents de Spotify sont d'une part Apple et d'autre part Amazon. Mais il se trouve que Apple est une entreprise dont le chiffre d'affaires provient à plus de 60% de la vente de téléphones, donc rien à voir avec la musique. Déjà du temps de l'iTunes Store, avant le streaming, quand c'était le téléchargement qui était le principal moyen de consommation de musique de MP3, Steve Jobs, à l'époque, avait déjà dit « l'iTunes Store n'a pas vocation à être rentable ». C'est-à-dire que pour une société comme Apple, les activités de musique, Apple Music, ça n'a pas vocation à être rentable. Ils peuvent équilibrer les coûts techniques qu'ils ont à mettre en place pour créer ce service, mais c'est pas là qu'ils gagnent leur vie, c'est en vendant des téléphones et des ordinateurs. Donc, concurrence très difficile pour Spotify, parce qu'Apple n'a pas besoin d'augmenter les prix. Pareil pour Amazon, on le sait bien. Amazon, d'une part, ils font du commerce d'objets, et puis d'autre part, ils sont le leader mondial, et de très loin, c'est quelque chose qui est moins connu du grand public, mais toute l'infrastructure cloud, des serveurs informatiques, des serveurs web, tout un tas de services sont fournis par Amazon, et Amazon est de très loin le leader mondial dans ce domaine. Et ça aussi, pour eux, c'est une source de revenus très importante. Donc là encore, une société comme Amazon n'a pas besoin que sa plateforme de streaming soit rentable. Donc, pas besoin d'augmenter les prix. Ce qui veut dire que Spotify est dans une situation très délicate par rapport à des entreprises comme celle-là. Et puis, évidemment, on pense aussi à YouTube, qui appartient à Google. Et là encore, Google, 94% du chiffre d'affaires de Google provient de la publicité. Là encore, une source de revenus qui est étrangère à l'activité musicale, même si dans le cas de YouTube, on sait bien que c'est l'activité musicale qui attire le plus de spectateurs sur cette plateforme, et YouTube est bien avant Spotify la plateforme de streaming la plus utilisée. Quant aux autres demandes des artistes américains à travers cette pétition, par contre, elles sont plutôt pas mal. D'un côté, elles demandent le passage à un modèle user-centric. Traditionnellement, les plateformes de streaming font une espèce de moyenne de ce qui a été streamé et font un pourcentage, reversent en fonction de ce qui a été le plus streamé. Et donc, vous vous retrouvez, quand vous payez votre abonnement, à donner de l'argent à des artistes indirectement que vous n'avez jamais écoutés, en fait, mais simplement qui ont été beaucoup écoutés par d'autres que vous. Le passage au modèle user-centric consisterait à faire que l'argent de votre abonnement aille exclusivement vers les fournisseurs, les artistes que vous avez personnellement écoutés. C'est Deezer qui ont été les premiers à mettre ça en place il y a 2 ou 3 ans, mais avant de faire savoir qu'ils avaient mis ce modèle-là en place et de le mettre effectivement en œuvre, ils avaient tout préparé pour le mettre en œuvre, ils espéraient avoir le soutien d'un certain nombre d'acteurs de poids dans le secteur, en particulier les majors. Sauf que les majors, évidemment, craignaient d'y perdre un petit peu parce que c'est un système qui serait censé favoriser les artistes ou les labels indépendants au détriment des majors. Donc les majors n'ont pas vraiment embrayé le pas à Deezer, et Deezer craignait de se lancer un peu tout seul dans l'aventure. Donc ce qui fait que c'est un mouvement qui est en train petit à petit de gagner en visibilité, mais en même temps, tous les spécialistes du domaine s'accordent à dire que ça ne va pas changer les choses dans les grandes largeurs. On restera dans ce principe qui est un peu celui des 90-10, c'est-à-dire que 90% des sommes vont entre 10% des mains. Donc ça ne va pas changer grand-chose, mais en tout cas, ça serait de toute manière un progrès, même s'il est peu significatif. Ce qu'il demande également, et ça Spotify aura peut-être de la facilité à le faire, c'est avoir plus de visibilité sur les crédits des morceaux. Parce que vous savez, quand on avait des supports avec des pochettes, en particulier les vinyles, mais c'était valable aussi sur le CD, pour chaque titre qui était présent sur l'album, on pouvait aller savoir qui avait joué, qui étaient les musiciens, qui étaient les techniciens, dans quel studio ça avait été fait. Et pour tous ces gens-là, qui sont devenus un peu invisibles avec les plateformes de streaming, eh bien, c'était une forme de curriculum vitae. Ça permettait à tout un chacun de vérifier que, oui, telle personne a bien joué de tel instrument ou a bien enregistré ou mixé tel ou tel titre. Là, Spotify a peut-être une réponse, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quelques mois de ça, Spotify a acheté une plateforme qui s'appelle SoundBetter, et qui est une plateforme de mise en relation pour des musiciens, des artistes et des techniciens, de façon à ce qu'ils puissent collaborer le plus simplement du monde.
Et c'est une plateforme qui fonctionne plutôt bien. J'ai moi-même mixé un certain nombre de titres déjà qui me sont arrivés par là et Soundbetter a donc été racheté par Spotify. Donc on peut imaginer et pour Spotify, ce serait on ne sait pas encore ce que Spotify va faire, exactement de cette plateforme, mais on peut imaginer que ce serait une assez bonne stratégie de leur part de commencer à mettre un pied dans l'emploi des musiciens, assurer plus de boulot pour les musiciens et les techniciens. Par exemple, dans Spotify for Artists, qui est une application qui est réservée aux personnes qui ont de la musique qui tourne sur Spotify, qui leur permet de suivre un petit peu ce qui se passe, le nombre de streams, les classements, etc. Eh bien, on peut imaginer que dans cette application-là, Spotify commence à dire, bah, tiens, vous avez envie il y a de la guitare dans votre morceau, ça plaît aux gens, vous savez que c'est d'autres morceaux qui plaisent aussi à peu près au même public que vous, on fait appel à tel ou tel guitariste, ou à tel ou tel batteur, ou à tel ou tel beatmaker, ou à tel ou tel ingénieur du son pour le mixage ou pour le mastering. Donc, ils pourraient commencer à faire de la mise en relation entre les professionnels du secteur et ça leur permettrait aussi de prendre un avantage concurrentiel relativement important par rapport aux autres plateformes de streaming si Spotify, en plus d'assurer la diffusion de la musique, assurait donc une forme de marché, de bourse du travail pour les artistes et les techniciens. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'assez réaliste de la part des artistes de demander ça et qui semble assez possible pour Spotify de mettre en œuvre dans les mois qui viennent. Autre demande des artistes dans cette pétition, plus de transparence. Alors là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, hein. Ils voudraient que tous les contrats que peut passer Spotify à droite à gauche avec les majors, avec les labels, avec d'autres sociétés peut-être, soient publiquement accessibles. Alors vous savez que par ailleurs, au sein de l'Union européenne, depuis des mois déjà, il y a toute une histoire sur ces lois qui sont relatives au secret des affaires et qui tendent au contraire à protéger les entreprises d'un œil un peu trop inquisiteur de la part des journalistes ou même de la part de leurs propres employés, ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte, qui à un moment donné signalent des dysfonctionnements dans les entreprises. Et donc, ça donnerait aux entreprises des moyens, des outils juridiques pour pouvoir porter plainte contre les gens qui divulgueraient des choses que l'entreprise préférerait garder secrètes. Donc là, il y a un petit conflit entre ces deux tendances. Il est très difficile de dire ce qu'une telle demande pourra donner. De la même manière, les artistes aussi réclament, et ça va de pair avec la transparence, un peu moins du système de payola. La payola aux États-Unis, c'est un système qui est vieux comme la radio à peu près, qui consistait pour les producteurs de disques à donner de l'argent aux programmeurs de radio pour qu'ils passent leurs disques plutôt que les disques des autres. Évidemment, c'était totalement illégal, ça l'est encore aujourd'hui. La payola a en principe disparu des radars, mais bon, des rumeurs persistantes font état que ce genre de pratique se poursuit et a même infiltré les plateformes de streaming pour favoriser tel artiste dans une playlist et tout ça. Alors là encore, Spotify a une réponse, mais qui n'a pas plu à tout le monde, qui consiste à dire, bah écoutez, si vous voulez qu'on mette, si vous voulez, plus exactement, si vous voulez choisir quel titre vous voulez mettre en avant, parce que les algorithmes de Spotify, dans leur mécanisme de recommandation, se débrouillent tout seuls pour choisir lequel de vos titres, si vous êtes un artiste diffusé sur Spotify, lequel de vos titres va être intégré ici ou là, ou va être mis en avant dans les résultats de recherche. Et donc Spotify a annoncé vouloir mettre en place un système en disant, ben voilà, vous allez pouvoir influencer l'algorithme, mais par contre, on va vous prendre une partie de l'argent que normalement on vous donnerait. Alors évidemment, ça râle un petit peu, quoi, il faut payer pour influencer l'algorithme, c'est une forme de payola. Spotify se défend en disant mais non, parce que d'habitude, la publicité, le marketing, vous choisissez vous-même ce que vous allez mettre en avant, vous êtes obligé d'avancer l'argent et de payer les agences de marketing, les organismes de publicité. Alors que là, c'est simplement, vous choisissez de mettre ce titre-là en avant, effectivement, au prix de quelque chose qu'on va vous prendre, mais que vous n'avez pas avancé. Et puis, si au bout de quelque temps, vous vous rendez compte que ça ne marche pas et que ça n'améliore pas la quantité de stream, ben, d'un simple clic, vous arrêtez et on revient au système normal. Donc, là encore, payola, pas payola, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis enfin, dernière revendication des artistes dans cette pétition, c'est celle qui consiste à demander à Spotify d'arrêter de faire des procès et de se défendre en justice face à... parce qu'il y a eu des cas sur
la réactualisation des montants de rémunération des droits d'auteur aux États-Unis dans ces dernières années. Et puis, du coup, Spotify s'était retrouvé partie prenante dans un procès parce que les choses n'avaient pas été faites de manière très très claire, ou ça semblait un peu unilatéral, en tout cas, comme décision. Et Spotify essayait de rééquilibrer les choses, bien évidemment à son avantage. Bon, là, n'importe quelle entreprise réagirait probablement de la même manière. Là encore, c'est difficile de voir à quel point ce point-là de la pétition peut être totalement pertinent. Mais ça nous amène à une deuxième chose, c'est la question que je posais au début, est-ce que Spotify paye les artistes? Et en fait, la réponse est non, parce que à travers cette pétition, il semble aussi qu'un certain nombre de ces artistes ne comprennent pas tout à fait quel est le mécanisme. Spotify et les autres plateformes de streaming, c'est pareil, ne payent jamais directement les artistes, puisque vous le savez bien, si vous êtes artiste, que vous avez des morceaux sur Spotify, vous ne les avez pas uploadés directement sur les serveurs de Spotify, vous êtes passé par un distributeur numérique. Une société comme iMusician, SpinUp, DistroKid, AvidPlay, il y en a plein qui, en fonction avec des formules différentes, des tarifs différents, vous permettent de mettre en direct votre musique sur tout un ensemble de plateformes. Bon. Ces distributeurs-là, des fois ils prennent une commission, des fois ils ne prennent pas une commission, mais en tout cas, c'est eux qui sont connus des plateformes de streaming, et c'est ceux que les plateformes de streaming appellent des fournisseurs. C'est ceux qui leur fournissent la musique. Et donc, en fait, quand Spotify et les autres font leur calcul de combien ils doivent chaque mois à chacun, c'est en fonction du nombre de fournisseurs. Et ensuite, c'est au fournisseur de se débrouiller avec les personnes avec qui il est en contact. Et c'est là où la chaîne des intermédiaires peut devenir très longue. Parce que si vous êtes un artiste qui a besoin d'avoir des supports physiques, des CD, des vinyles, et c'est encore assez fréquemment le cas, beaucoup plus qu'on peut l'imaginer, en particulier pour les labels indépendants ou pour avoir des supports à vendre à la sortie des concerts pour des artistes qui font beaucoup de scènes, même si en ce moment on sait bien que, mais parenthèse. Et alors là, si vous faites du physique, assez probablement, en tant que producteur, c'est-à-dire propriétaire de l'enregistrement que vous allez vouloir distribuer, eh bien, vous allez passer par un distributeur physique, quelqu'un qui va prendre en charge la fabrication des supports, CD ou vinyle, leur mise en place dans les points de vente partout en France. Et ces gens-là, les distributeurs physiques, évidemment, ils vont vouloir aussi assurer la distribution numérique, même si eux font comme vous, ils vont passer par DistroKid, CD Baby, iMusician, SpinUp ou n'importe qui. Mais ils vont vouloir contrôler ça, puisque eux vont investir pour la fabrication des supports et aussi souvent pour la promotion des enregistrements, et donc ils veulent avoir le contrôle sur tout l'argent qui rentre. Donc même si vous avez déjà mis vos titres sur les plateformes, un distributeur physique va vous demander de les retirer dans un premier temps pour qu'ensuite il puisse, lui, les remettre. Et le distributeur physique, lui, il prend une très grosse commission. Le distributeur numérique, pas toujours. Il y a des tas de formules où il vous reverse 100% de ce qui touche. Mais souvent, le distributeur physique, lui, il va vous reverser entre 20 et 40% de ce qui va toucher. Et même en 2020, malheureusement, on voit encore beaucoup de contrats, parce qu'il y a quand même, il faut le dire, un petit peu des aventuriers dans ce business-là, et on voit encore trop de contrats où il n'y a pas de différence qui est faite entre les redevances, c'est-à-dire l'argent que vous allez toucher en tant que producteur issus du physique, et les redevances issues du numérique. Et on met tout ça dans le même panier, on applique le même taux, et en tant que producteur, c'est-à-dire propriétaire de l'enregistrement, vous vous retrouvez avec 20% seulement de l'argent qui revient de toutes les sources, que ce soit le physique ou que ce soit le numérique. Et même souvent, le distributeur physique va vous demander de lui donner de l'argent au moment où vous signez le contrat, c'est un peu le monde à l'envers, pour que vous puissiez acheter à un prix en dessous du prix du marché un certain nombre de CD ou de supports, de façon à les avoir sous la main pour les vendre à la sortie des concerts ou des choses comme ça. Donc le distributeur physique, il faut faire attention, est quelqu'un qui va prendre pas mal d'argent. Alors c'est justifié. En même temps, s'il assure effectivement la promotion et qu'il met un vrai budget de promotion, que vous n'avez pas les moyens, vous, de mettre personnellement, c'est légitime. Mais souvent, il y a quand même des choses qui sont pas loin de, je ne vais pas dire l'escroquerie, mais en tout cas qui abusent de la naïveté d'un certain nombre de producteurs. Et puis alors après, le producteur, il se retrouve avec donc pas grand-chose. Pour peu qu'il n'ait pas fait attention dans le contrat, il se retrouve qu'avec 20% des sommes issues
du streaming, par exemple, et s'il se retrouve avec 20%, alors en plus, il y a des abattements dans ces contrats-là. J'en ai vu, je vous en montrerai, on analysera un contrat un de ces jours. Il y a des abattements qui ne sont pas rares, de 25% sur le numérique, parce que, soi-disant, il y a des frais techniques. Frais techniques, c'est quoi? C'est payer son abonnement à Internet, c'est ça? Faut arrêter de se moquer du monde. Il n'y a pas de frais techniques. C'est insignifiant, les frais techniques. Donc, malgré tout, il y a des abattements. Ça veut dire que si vous avez un taux de départ de 20%, vous allez toucher que 20% de ce qui arrive du streaming. Et en plus, si vous avez un abattement de 25%, donc un quart, ça veut dire que vous ne vous retrouvez plus qu'avec 15% de ce qui sort. Donc, c'est sûr qu'en tant que producteur, Spotify paye 1 000 €, par exemple. Ça passe par la chaîne des intermédiaires, le distributeur numérique qui prend sa commission, peut-être, le distributeur physique qui prend sa commission, et les grosses, et il la prend certainement, les abattements qui viennent là-dessus. Donc, Spotify paye 1 000 €, et vous, en tant que producteur, vous vous retrouvez avec 150. Donc, c'est un peu raide. Et si en plus, vous n'êtes pas l'artiste, vous n'êtes pas un artiste autoproduit, et que, en tant que producteur, vous avez un artiste sous contrat, et un artiste en moyenne, pour peu que vous ayez signé le même type de contrat un petit peu dur pour l'artiste, et malheureusement on en voit encore beaucoup, même en 2020, on pourrait imaginer qu'aujourd'hui avec le numérique on partagera 50-50. Mais non. Alors les producteurs, ils vont garder, si vous avez le même type de contrat, un contrat à 10%, l'artiste, vous vous retrouvez avec 15 €. Ça veut dire que d'un côté Spotify paye 1 000 € et l'artiste se retrouve avec 15. Alors là c'est sûr que le prix au stream, il devient proprement ridicule. Et on comprend la colère des artistes, elle est légitime, mais cette pétition, et c'est ça, ça sera la conclusion du jour, malgré tout, on a l'impression qu'elle ne vise pas nécessairement la bonne personne, et qu'aujourd'hui, c'est l'ensemble de cette chaîne qui devrait s'ouvrir à beaucoup plus de transparence et beaucoup plus d'équité, parce que il ne faut pas oublier non plus que sur Spotify, et ça c'est Spotify qui le dit, il y a plus de 40 000 nouveaux titres qui arrivent chaque jour. Donc, ça signifie que les enjeux financiers de chaque contrat sont de moins en moins importants. Et paradoxalement, on constate que les contrats ont tendance à devenir de plus en plus durs, alors même que l'enjeu financier est de moins en moins important. On parle de quelques milliers, ou dans le meilleur des cas, de quelques dizaines de milliers d'euros. On est en 2020, tout ça est numérique, on pourrait espérer, en tout cas c'est ça qu'il faut réclamer, à mon avis, de la part des artistes, c'est un peu plus d'équité et un partage un peu plus équitable. Aujourd'hui, un artiste avec son producteur, à mon avis, ne devrait pas signer à moins de 35% de partage pour l'artiste sur le numérique. Et pareil pour un producteur avec un distributeur. Donc là encore, dans les contrats que vous signez, faites bien attention à bien séparer le physique du numérique. S'il doit y avoir du physique, les conditions de rémunération ne peuvent pas être les mêmes entre le physique et le numérique. Si une boîte vous propose un contrat dans lequel tout ça est indifférencié dans un gros nuage de fumée, il vaut mieux prendre ses distances, ce qui est malheureusement d'actualité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Là encore, si vous voulez être au courant de la suite, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très bientôt.